Si je vous dis qu'à une époque, la WWE était tellement folle que chaque semaine, ils allaient toujours plus loin dans les véhicules de malades, les destructions et les scènes à gros budget, vous me croyez? C'était la fin des années 90, la compagnie devait à tout prix terrasser la concurrence dans les audiences, et pour ça, il n'y avait aucune limite. On en a peut-être eu le summum quand la plus grande superstar de cette période, Stone Cold Steve Austin, a conduit une surfasseuse au ring pour aller agresser Vince McMahon, le grand patron de la fédération. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour vivre ou revivre ensemble cette scène culte. Vous découvrirez entre autres comment les responsables de la WWE ont eu l'idée de faire cette séquence. Comment le Rattlesnake du Texas n'était pas loin d'écraser une personne importante de l'entreprise. Comment ce moment a été hyper important dans la guerre contre la World Championship Wrestling. Aussi, les problèmes techniques que cette chevauchée chaotique a causé. Et même comment ces coulisses reflètent toute la spontanéité de cette époque. Aujourd'hui, on retourne en 1998 pour le jour où Stone Cold a failli tuer un officiel. C'est parti! Tout d'abord, mes amis, commençons par le contexte de cette scène complètement culte. Déjà, c'est important de savoir que c'est peut-être une des plus connues et une des plus géniales de l'Attitude Era. Alors, l'Attitude Era, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, et puis même, c'est toujours génial de s'y replonger tellement cette période est complètement tarée. C'est la période donc à la WWE et dans le catch de manière générale où il y avait déjà plus de téléspectateurs que jamais. Il y avait littéralement, tenez-vous bien, parfois jusqu'à 10 millions de téléspectateurs chaque semaine devant les shows de catch. Et il faut savoir qu'il n'y avait donc pas que la WWE, il y avait ceux aussi de la WCW et surtout le lundi soir, Monday Night Raw, qui est le show rouge, l'émission hebdomadaire phare de la compagnie de Vince McMahon à l'époque, était en face à face avec Nitro. Vous remarquerez la similitude au niveau du nom, qui était le show de la WCW, c'était la guerre, et surtout, c'était une époque où les audiences télévisuelles étaient méga importantes et conditionnaient vraiment financièrement la survie des compagnies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait une WWE qui jouait clairement sa survie, parce que figurez-vous que, encore très peu de temps avant la scène dont on va parler, elle perdait dans les audiences, elle se faisait vraiment littéralement tataner pendant des semaines et des semaines et des semaines par le rival, et ils ont été obligés de changer, sinon c'était terminé. Et ils ont eu à ce moment-là la grande idée, la bonne idée de mettre en place une rivalité qui allait parler à tous les fans de cette époque, en tout cas beaucoup. Je parle bien sûr de celle entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon. D'un côté, on a un dur à cuire, un redneck du Texas, un type qui adore boire plein de bière, surtout après avoir gagné, qui insulte tout le monde, qui fait des doigts d'honneur à tout le monde, qui est vraiment pas politiquement correct. Et de l'autre, on a donc le chef, le boss de la WWE, qui lui est donc forcément tout l'inverse. Et surtout, ce type-là, tout logiquement, tout naturellement, était excédé que sa compagnie soit représentée par un gars qui est donc un pochetron pour lui, un gars qui est pas du tout corporate, puisque Stone Cold Steve Austin, au moment où cette scène va se dérouler le 28 septembre 1998, avait déjà été champion WWE quelques mois avant. Et toute la mission de Vince était à tout prix de faire perdre le Rattlesnake du Texas pour qu'il ne soit plus champion. Et pour ça, il avait imaginé un plan diabolique qu'il avait mis en place la veille, donc de la scène dont on va parler, au show Breakdown. Alors qu'est-ce qu'il avait imaginé, ce diable de Vince? Tout simplement, tenez-vous bien, à Breakdown, Stone Cold Steve Austin serait... Alors, on pourrait dire que c'est un triple threat, vous savez, ces matchs à 3, donc 3 catcheurs qui s'affrontent dans un match triple menace. Donc en réalité, c'était bien plus un 2 contre 1. Parce que pourquoi? Il s'était retrouvé contre l'Undertaker et Kane, qui à cette époque-là, allaient être alliés contre Austin. Et donc, il se retrouvait contre ces deux-là, en même temps dans le même match pour défendre sa ceinture, et qui avait déjà été vraiment très compliqué à conserver déjà aussi longtemps. Mais ce soir-là, c'était comme s'il avait le monde entier contre lui, puisqu'il avait deux monstres intimidants, qui surtout avaient une règle bien précise. Il devait à tout prix faire le tomber sur Stone Cold pour pouvoir être champion. Si par exemple Taker faisait le pin sur Kane ou inversement, il serait pas champion. Il fallait faire le pin sur Stone Cold. Ce qui impliquait qu'il y avait vraiment de très fortes chances que Austin perde. Et c'est bel et bien ce qui est arrivé. Donc là, vous vous dites, nom d'un chien, le plan machiavélique de Vince a fonctionné. Le 27 septembre 98, Stone Cold n'est plus champion. Et c'est là qu'on arrive à la Joe Louis Arena, mes amis, à Detroit.
28 septembre 98, et là, le show, donc qu'est-ce qui va s'y passer? Quelle est la grande scène dont on va parler? Il y a à la base une cérémonie. Alors tenez-vous bien, c'est là que ça devient de plus en plus fou. Il y avait une cérémonie parce que, en fait, pour comment s'était terminé le match à Breakdown, en fait, Taker et Kane avaient bel et bien battu Stone Cold, mais il y avait un litige. Ils avaient fait le tomber tous les deux en même temps, en tenant chacun une jambe de Stone Cold, et fait donc le pin sur lui. Et il y avait donc un double vainqueur, puisqu'il y avait un double pin. Qui était donc le champion? Vince McMahon avait décidé qu'il allait mettre en place une cérémonie ce jour-là, pour officiellement décerner la ceinture de champion, soit à l'Undertaker, soit à Kane. En tout cas, ça ne serait plus Austin. Mais c'était mal connaître le Rattlesnake du Texas, évidemment. Donc il y avait cette cérémonie, Vince était tout heureux, Vince était fringant, était tout fier d'être débarrassé, enfin c'est ce qu'il croyait, de Stone Cold Steve Austin. Et donc il fait tout un grand discours, il est en train d'expliquer qu'il va remettre donc la ceinture à un nouveau champion, mais là, on voit un plan, alors qu'on est en plein dans cette cérémonie-là, on voit donc une caméra qui filme dans les coulisses un véhicule qui arrive et qui ouvre un portail en fonçant dedans, enfin qui ouvre un grillage, et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et aux commentaires, là t'as les excellents, qu'est-ce que je les adore, bon sang, Jerry Lawler et Jim Ross, en sachant que Jerry Lawler poussait toujours des petits cris et que Jim Ross, par contre, était le fan de Stone Cold par excellence. Vraiment s'enthousiasmait ou paniquait même en même temps, parce qu'il se disait « c'est Stone Cold !» Et t'as Vince qui voit ça, donc qui comprend que Stone Cold est donc sur un véhicule, et on va voir ce que c'est comme véhicule, et qui hurle « ne le laissez pas entrer, ne le laissez pas entrer !» Et malheureusement, malgré la présence de pas mal de police et de sécurité, personne ne réussira à arrêter le Rattlesnake dans sa chevauchée fantastique. Et donc, quel est donc ce véhicule sur lequel il roulait et qui va donc marquer l'histoire? C'était ce qu'ils appellent aux États-Unis un Zamboni. Et en gros, c'est une surfaceuse qui sert pour les patinoires, parce qu'à la base, c'était donc dans une arène, la Joe Louis Arena, qui était en partie utilisée par des équipes, enfin une équipe en particulier de NHL, de hockey sur glace. Et donc, d'où la présence de ce véhicule. Et ce qui est très drôle, ce que je trouve vraiment génial, et ce qui reflète vraiment la spontanéité et toute la magie de ces années-là, c'est qu'ils ont eu l'idée, littéralement, les officiels, et là, en l'occurrence, c'est Vince McMahon lui-même qui avait eu l'idée. En arrivant à l'arène ce jour-là, ils ont vu ce véhicule garé quelque part, et ils se sont dit, et si on s'en servait? Et ça, avec le recul, quand tu sais que cette scène va être une des plus connues à la WWE, qu'elle rentre en gros dans le panthéon de toutes ces scènes, en particulier de l'Attitude Era, dont on se souvient tous, en tout cas en tant que fan de catch, qu'on a vu au moins des images de ces années-là, c'est complètement dingue. Ils ont eu donc cette idée très spontanément, et donc ce qu'on constate tout de suite quand Stone Cold conduit, c'est que, franchement, il conduit vraiment de manière sauvage et chaotique. Et qu'est-ce que ça reflétait bien son personnage, bon sang. Parce que, comme vous le savez peut-être, Stone Cold était ce rebelle, ce type qui était sans aucune limite, complètement sauvage, qui pouvait faire des stunners à n'importe qui, boire des litres de bière, en avoir vraiment absolument rien à faire de tous les codes, de toute la morale, peu importe, il s'en fichait. Et ce qui était drôle, c'est que symboliquement, on voyait ça dans sa manière de conduire, puisqu'il embarquait un projecteur avec lui dans sa course, il roulait sur des câbles. D'ailleurs, rendez-vous compte qu'à ce moment-là, ça aurait pu vraiment virer à la catastrophe pour la WWE, parce que on entend moins bien les commentateurs à partir du moment où Stone Cold commence à faire du grabuge en coulisses et à embarquer du matériel électrique avec lui. Et pouvez-vous seulement imaginer si à ce moment-là, il avait vraiment complètement massacré un câble et que par exemple la diffusion, alors qu'il y aurait en direct une des scènes les plus importantes de tous les temps, si l'image avait été toute noire ou s'il y avait plus de son du tout, vous imaginez à quel point ça aurait été un désastre. On peut dire que ce jour-là, ils ont quand même eu un peu de chance que ce soit uniquement limité à des commentaires qu'on entend moins bien et pas pire que ça. Bon après, Stone Cold, le fait est que rien n'allait l'arrêter, hein. Il roulait, et personnellement, moi, l'anecdote que je trouve la plus folle autour de toute cette séquence, et qui est vraiment la plus drôle aussi, alors accrochez-vous, c'est que ce jour-là, au moment où il arrive dans ce qu'on appelle la Gorilla Position, vous savez, c'est le lieu
dans une arène de la WWE où les catcheurs passent les dernières secondes, en gros, en coulisses, juste avant d'entrer dans une arène. Là, par exemple, on a toujours... Bon, là, en l'occurrence, il était dans le ring, mais Vince McMahon, en général, avec des officiels qui suivent le show sur des écrans, qui donnent des consignes, par exemple, aux arbitres, aux caméramans, etc. Et donc, c'est un lieu quand même important où tu as toujours des responsables de la compagnie, d'autres catcheurs. Et là, ce jour-là, Stone Cold passait par là, et ce que je trouve absolument fou, et ça, donc la personne en question l'a raconté des années plus tard, c'est que Bruce Pritchard, alors qui est Bruce Pritchard ? C'est on peut dire que c'est presque le bras droit de Vince McMahon à l'époque, c'est une des personnes importantes en coulisses qui gère plein d'affaires de production, de logistique, plein de trucs vraiment essentiels au déroulement des émissions. Et il se trouvait à ce moment-là en Gorilla Position, le fameux Bruce. Sauf que vous remarquerez qu'au moment où il entre dans l'arène, Stone Cold longe vraiment un mur à un point où, si on regarde bien, on voit une silhouette qui était contre le mur. Figurez-vous que c'était Bruce Pritchard. Et que donc, dans sa course à ce moment-là, il était tellement presque contre le mur qu'il a failli complètement écraser Bruce Pritchard et le tuer, hein, parce que, imaginez, à cette vitesse-là, bon, il roulait pas non plus à 100 à l'heure, hein, mais il était en tout cas pas lent. Imaginez si à cette vitesse-là, il fonce dans quelqu'un et qu'il le pousse, en le rentrant complètement dans un mur. Bah, il l'écrase. Donc c'était vraiment moins une pour Bruce. Il aurait vraiment pu, malheureusement, être une victime collatérale de la chevauchée de malade de Stone Cold. Mais bon, après ça, et c'est là que la scène devient encore plus dingue, c'est que t'as une pop hallucinante des fans, la salle qui explose, hein, vraiment. La réaction était folle, et ça va aussi avec la popularité immense de Stone Cold Steve Austin ces années-là. Hein. C'est la superstar la plus populaire, The Rock, qui va devenir, on va dire, avec Stone Cold, une des superstars les plus populaires, lui aussi, et encore en pleine ascension à ce moment-là. Hein. Il n'est pas au même niveau qu'Austin, qui lui est le héros, plutôt l'anti-héros, je devrais dire, que tous les fans admirent, que tous les jeunes fans masculins, en gros, la personne à qui ils veulent ressembler. Les femmes aussi l'adoraient, tu voyais même parfois des femmes avec des t-shirts Austin 316, qui était sa fameuse formule. Donc la pop était colossale. Et là, on est dans un moment, toute une mise en scène de folie, parce que Stone Cold roule, il s'arrête plus, il va même cogner, percuter même le ring avant de se garer. Là, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il compte faire ? Pourquoi il a fait tout ça ? En réalité, on comprend au moment où il se lève, qu'il se met sur son véhicule, que c'est pour pouvoir sauter par-dessus la sécurité et donc aller directement dans le ring et se jeter sur Vince McMahon, qui est quand même le grand patron et qui est la victime, mais comme jamais à ce moment-là, on va dire de la folie de Stone Cold Steve Austin. Et je trouve, franchement, j'adore personnellement ce visuel où tu vois littéralement Austin, mais un peu comme une avalanche, mais tomber sur Vince, qui le prend vraiment de tout son poids sur lui, qui s'écrase par terre. Et là, Stone Cold qui l'enchaîne à coups de poing dans la foulée, un Vince qui a l'air, enfin évidemment son jeu d'acteur est excellent, qui a l'air groggy à ce moment-là. Et là, donc Stone Cold a envoyé un message clair. Hors de question de couronner un nouveau champion, parce qu'il s'est fait arnaquer la veille dans ce plan diabolique de Vince. Et un détail qui est d'ailleurs très drôle, c'est qu'on avait un fan qui avait jeté une sorte de ballon dans le ring, ce qui montre bien un peu toute la folie de la scène, hein, c'est que t'avais des types avec des ballons, enfin t'avais toutes sortes d'objets, des trucs qui pouvaient voler, et donc même arriver dans le ring. C'était tout le côté imprévisible et sans limite de l'Attitude Era, que moi personnellement j'adore. Après, Austin va se faire arrêter et la scène va se terminer comme ça. Il est embarqué au poste, j'ai envie de dire. Et est-ce que pour autant ça l'a calmé ou est-ce qu'il s'en veut ou quoi ? Absolument pas. Il promet aussi que c'est en gros que le début des problèmes pour Vince, qu'il n'est pas sorti de l'auberge et qu'il ne le lâchera pas en gros tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, à savoir récupérer sa ceinture de champion et arrêter de se faire arnaquer par ce salopard de Vince.
Et donc c'est comme ça que se termine cette scène-là, une des séquences mais les plus hallucinantes, les plus incroyables de l'histoire de la WWE, et surtout ce que vous devez bien intégrer, ce qui est méga important, ce qui la rend encore meilleure cette scène, c'est qu'on a à ce moment-là une période qui est vraiment charnière pour la WWE, parce que sachez que quelques mois avant, une fois que la feud entre Stone Cold et Vince avait vraiment commencé sérieusement, qu'ils avaient failli avoir un match l'un contre l'autre, que Stone Cold devait faire face à tous les obstacles que Vince mettait sur sa route pour rester champion, c'est à ce moment-là, comme par hasard, comme quoi les gens adoraient cette rivalité, que les audiences, ça a commencé à tourner en faveur de la WWE, qui avait plus cette domination si longue de la WCW dans les audiences, que la WWE réussissait de plus en plus à conquérir des téléspectateurs, à leur donner envie de venir regarder chaque semaine. Et précisément à l'automne 98, c'est là qu'ils sont allés peut-être plus loin que jamais dans l'ambition. Parce que rendez-vous compte qu'en l'espace de quelques semaines, on a donc cette scène-là, qu'on pourrait appeler la scène donc, du Zamboni, où Stone Cold envahit l'arène avec son Zamboni, mais dans cette même période, à quelques semaines d'intervalle, il y a aussi la fameuse scène où il remplit la corvette de Vince McMahon de béton et la fait exploser, enfin en gros détruire. Il y a aussi la scène où il va aller à l'hôpital et se faire passer pour un médecin, Stone Cold, pour agresser Vince dans son lit et notamment le frapper avec un pot de chambre dans une des scènes vraiment les plus drôles de l'histoire de la WWE. C'est aussi dans cette période-là que Stone Cold Steve Austin sera un jour en mode chasseur. Juste après s'être soi-disant fait virer de la compagnie par Vince, il reviendra pour kidnapper Vince en coulisses, le foutre sur le fauteuil roulant, être dans sa tenue de chasseur, et c'est là qu'il y a le fameux visuel où Vince croit vraiment qu'il est sur le point de se faire tirer une balle dans la tête, et en fait, il y a un petit drapeau qui sort. Et ça, c'était... Tout ça, tu te dis... Tout ça a eu lieu en quelques semaines à peine. C'est dingue. Et ça montre aussi à quel point toutes ces années-là, et en particulier donc 98, à quel point il y avait cette volonté de faire les choses en grand, de toujours aller plus loin. Vince Russo, par exemple, un des scénaristes en charge à cette époque-là, disait que chaque semaine, il se posait la question « Comment on va réussir à faire plus et mieux que le dernier épisode ?» Et tu te dis, avec une mentalité pareille, c'était voué à être toujours de plus en plus dingue et de plus en plus épique. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu te demandes, mais en termes de véhicules et en termes de scènes de chaos et de destruction, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore de plus ? C'est vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'il avait vraiment, à l'époque, les officiels, même Stone Cold lui-même, il y avait vraiment une envie commune de donner le maximum pour battre la WCW. Et tout ça me fait poser une question. Est-ce que cette scène est dans la légende ou pas ? Alors je dirais que s'il y avait des arguments à dire en faveur de cette scène pour qu'elle rentre dans la légende, je dirais que c'est, sans l'ombre d'un doute, le jeu d'acteur de Stone Cold et de Vince, qui avec leur intensité, avec Stone Cold dans sa folie et Vince à la fois dans sa colère mais son côté victime, embarque parfaitement les téléspectateurs dans la situation, mais aussi l'ambition donc de cette scène, son côté démesuré, son côté chaotique, le fait qu'ils aient osé faire ça, hein, quelque chose quitte à détruire du matériel, quitte à, en gros, à ne pas vraiment savoir comment ça allait se passer en termes de conséquences, parce que sachez aussi que Stone Cold avait appris à rouler avec ce véhicule-là à peine quelques minutes avant la scène. En gros, il a découvert sur le tas. Donc tu te dis l'ambition de cette scène, mais aussi sa folie et son côté imprévisible, qui caractérise tellement cette époque-là de la WWE, l'attitude era, tout est possible. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de politiquement correct. Il y a de l'ambition, on veut à tout prix convaincre les gens de rester devant leur écran et de pas aller regarder la WCW. Donc tu te dis, tout ça en même temps, c'est dingue. C'est franchement, sans l'ombre d'un doute, des idées qui justifient que cette scène-là, pour tout ce qu'elle représente, pour son importance dans l'histoire, dans les audiences, dans la survie de la WWE, sans l'ombre d'un doute, cette scène-là rentre dans la légende. Et maintenant, je vous invite en commentaire à me dire, selon vous, si cette scène-là, vous êtes d'accord qu'elle mérite de rentrer dans la légende, et surtout,
pour vous, quelles autres scènes à l'image de cette séquence formidable du Zamboni méritent aussi d'entrer dans la légende, et surtout, dites-moi pourquoi. Parce que tout l'intérêt de ce partage, c'est d'expliquer en quoi une scène, selon vous, est légendaire. N'hésitez pas, franchement, c'est un kiff de partager ensemble les scènes qui nous ont le plus marqué. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour la vie que vous apportez à la chaîne, pour vos commentaires, vos likes. C'est toujours savouré, et en tant que fan de catch, ce partage-là est génial. On se donne rendez-vous, en tout cas très vite, pour une prochaine vidéo où on déterminera si une scène mérite d'entrer dans la légende ou pas. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages passionnants comme The Rock, cette playlist devrait vous plaire. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres secrets et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Jabroni.